Merci à vous. Je vais maintenant passer la parole à M. Marc Coichebert, des Archives et Musées de la Littérature, qui je crois connaît bien M. Candomba, et à qui je donne la parole. Monsieur le Président, c'est en effet l'aboutissement d'une longue aventure, comme celle de l'écriture, de cette séance à l'Université de Liège et avec ce jury et les personnes qui sont ensemble. Longue histoire qui est aussi bien personnelle que collective, puisque au moment où les folies africaines commencent, nous allons assez rapidement, pas tout de suite, mais nous rencontrer. Et il va aussi commencer pour vous et pour les vôtres les grandes difficultés que vous avez connues, qui ne sont pas celles du Rwanda, mais qui n'étaient quand même pas drôles du tout, que vous avez admirablement décrites dans l'enfer casséen de Colvésie, et dont la dédicace était déjà tout un programme, puisque vous disiez que ces souffrances vécues dans l'humiliation et l'exil n'ont pas été inutiles. Elles m'ont conduit à vous. Elles ont conduit en tout cas à cet aujourd'hui. Mais il est quand même important de dire que cette thèse s'est faite à travers un itinéraire particulièrement difficile au niveau personnel, familial et même national. C'est-à-dire qu'en un sens, vous avez aujourd'hui une double nationalité et que cette thèse en est quelque part l'incarnation ou la consubstantiation. Donc, aventure qui me paraît importante de rappeler parce que elle est directement inscrite dans une notion de l'interculturel un peu plus subtile que celle dont on nous rebat les oreilles, qu'elle est un véritable processus et que, j'ai envie de dire de même que je suis venu à votre littérature, vous êtes venu à la nôtre et vous donnez aujourd'hui, à travers cette thèse, sur laquelle bien sûr j'aurai des remarques critiques à faire, on ne se change pas, vous apportez un élément très très important, puisque Éric et Marie-France l'ont laissé entendre, nous dit, il faut quand même se rendre compte qu'en 2014, à part des articles ou de petites monographies, il n'y a toujours rien sur le domaine. Rien d'important, d'imposant et universitaire, avec les défauts que la méthodologie universitaire peut par ailleurs générer. Donc c'est quelque chose d'important pour lui, pour la province de Luxembourg, qui est une des contrées tout à fait singulières de ce pays, qui me fascine à un certain égard, moi qui viens de l'autre extrémité, et aussi pour la connaissance de cette littérature francophone de Belgique, et de ce moment très particulier qui précède, in somme, à la belgitude, et dans lequel la position et l'écriture de Join sont peu comparables à d'autres, encore que, et vous y avez fait allusion, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il faut d'abord saluer ce travail. Tout le monde m'a toujours dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il travaille sur Hubert Join? Et à quoi je réponds naturellement, mais c'est une très bonne chose, c'est pas en plus que j'ai connu Hubert, que ça me paraît une œuvre importante, une de ces œuvres complexes dont la Belgique a le secret, et qu'en outre, je pense que vous l'avez abordé dans cette dissertation doctorale, mais vous le faites beaucoup moins que votre collègue Madame Akonga Doumbé, qui se trouve ici, qui a fait sa thèse avec Marie-France et moi, qui commençait clairement par dire pourquoi je m'intéresse à tel auteur, moi, africaine, en l'occurrence en Afrique. Vous le laissez perler, on est dans le diffus, vous le laissez perler, notamment dans les pages entre 200 et 300, alors qu'il me paraît que ça pourrait être dit, et même plus clairement que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que, la salle peut le savoir, et le jury, vous aviez d'abord fait un autre choix. C'est bien que ma mémoire d'éléphant, j'adore l'éléphant. Vous aviez d'abord choisi Rollin. Ou bien sûr, la question d'une écriture partiellement liée au niveau roman faisait partie, répondait à vos préoccupations,
Et ce n'est pas elle que vous avez choisi. Et je pense parce que dans l'œuvre de Join, et vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous ramène à l'histoire profonde de l'Afrique. Comme par hasard, vous citez heureusement Bozumbe dans votre propos, qui tient des propos nettement moins sourds que d'autres sur l'africanité, supposé, mais qu'en même temps, dans ce qui a été vécu par Hubert Join, issu de ce confin de royaume qu'est la Lorraine belge, et particulièrement la partie qui devrait faire partie de la communauté germanophone, petit ainsi, je crois qu'il y a quelque chose qui renvoie directement à une partie de votre histoire que vous n'avez jamais reniée, dans laquelle une partie des vôtres sont toujours insérées, bien que votre père, toujours vivant, à qui je pense qu'il faut rendre aussi hommage comme votre mère aujourd'hui, a fait partie déjà de ces sujets de la colonie qui étaient des acteurs importants de la modernisation et de la transformation du pays, et à travers la question justement du nouveau roman, cette question de la modernité, cette question de la dialectisation des deux cultures dont Bozumbe parle aussi bien dans Les corps glorieux des autres livres. Donc il me semble que ça devrait être dit lorsque vous publierez votre livre et non plus votre thèse, et que cela éclaircirait peut-être certains points de votre dissertation doctorale ou l'allégerait, parce qu'il y a une scientificité, une pseudo-objectivité qui n'est pas nécessaire. Un travail scientifique est d'abord toujours le produit d'un sujet à partir d'une circonstance X ou Y, et il me semble justement que l'événement capital que nous avons en main et sous les yeux est ce fait qu'un Africain, devenu belge par ailleurs, mais la décision est antérieure, va révéler sous les projecteurs et avec une analyse descriptive particulièrement aiguë, une œuvre parmi les plus singulières des années 50 à 70, 54. Voilà. Je crois qu'il faut aussi dire au moment où l'on discute et salue cette thèse à la fois qu'elle est aussi le fruit de ce personnage extraordinaire que vous citez dans vos remerciements, qui vous a accueilli au moment de votre expulsion du Katanga Chaba vers le Kasaï, qu'est la sœur Viviane Chibola, dont on ne dira jamais assez le rôle, notamment par rapport à la connaissance des lettres belges dans ce qui fut votre premier pays. C'était important, je crois, que cela soit dit en préambule. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est ce que votre thèse, qui est plutôt une dissertation doctorale qu'une thèse, me paraît aborder. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais nous avons une vieille habitude, toi et moi, par rapport à ce qu'Éric a dit vis-à-vis de la première partie. Je pense qu'on peut faire d'ailleurs sur les trois parties des remarques dont j'espère vous tiendrez compte pour la question. Il me semble que cette première partie, c'est la première fois, j'ai envie de dire, qu'on a un aperçu assez détaillé, sans être complet, de la production d'Hubert Join dans les trois grands genres qui sont les siens. Et même si des points peuvent être discutés, j'ai été sensible à la sensibilité que vous mettez par rapport à la production poétique de Join, qui est en effet au centre de son œuvre, et dont il me semble que vous touchez, disons, à certains égards, certains points importants, sans aller jusqu'au bout, et ce sera ma remarque de fond sur chacune des trois parties, parce que les méthodologies ou les types de narratologie que vous avez choisis pour chacune de ces parties, quelque part, vous empêchent d'aller au bout de ce qu'en fait vous portez et que vous n'osez pas entièrement. Pour la première partie, je sais en plus que d'autres vont en parler, donc je serai bref. En dehors du fait que personnellement, je crois qu'il est important qu'il y ait un parcours de l'ensemble de Join, d'autant plus que c'est un parcours extrêmement complexe, kaléidoscopique, et j'y reviendrai dans ma conclusion, je serai assez surpris. Je crois que vous devriez y tramer beaucoup plus près
joindrait, non pas, comme vous le dites, la transgression générique, mais la circulation générique. Joint ne transgresse pas. Il circule avec une aisance de contrebandier ou de gueux. Il circule entre l'essai, la poésie, le roman et ces bazars que vous ne parvenez pas à qualifier, qui ne sont pas des essais, avec une volupté, une ductilité extraordinaire. Et je pense que c'est une des clés de cette écriture. Et c'est évidemment aussi une des clés de la difficulté de cette réception, puisque malheureusement, nous sommes toujours les enfants des codes du XVIIe siècle français, et que ce genre de circulation est tellement atypique qu'on ne sait pas où la mettre. Et quand Actes Sud fait réécrire Beauchot pour lui faire faire des romans linéaires, on est exactement devant le même problème. Je crois que chez Join, ça a atteint un tel point de circulation, vous l'avez très bien montré, les personnages des romans se retrouvent dans les poèmes, que bien sûr, on ne sait plus où se mettre, et particulièrement à l'université qui est une des catégories. Et donc je crois que sur la première partie, de la circulation, transgénérique, plutôt intragénérique, pourrait vous amener à des choses fondamentales. La deuxième partie, je pense, nous a tous intéressés. J'ai eu des patrons de thèse qui respectaient mes postulats qui n'étaient point les leurs. Je ne vais donc pas faire autrement à votre égard. Je suis ravi que vous citiez mon vieux maître Goldman, et un peu Moron, sur lequel, en effet, il y a beaucoup à dire dans votre façon de traiter. Sur Goldman, c'est mieux. Donc voilà, vous avez choisi Maintenot. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, mais vous l'avez choisi. Et la dialectisation entre Maintenot et Gerber me paraît intéressante. Cela dit, je crois que le choix que vous avez fait de ces deux critiques est la clé du système de répétition de la deuxième partie, dont vous pourriez, je vous l'avais d'ailleurs dit à un moment qu'il fallait, et vous l'avez fait partiellement, donc il faut absolument, pour la publication, on en sorte. Parce que le noyau romanesque, indéfiniment répétitif et divagant d'Hubert Join dans les hameaux, est à dire, vous en avez tous les éléments, tous, et vous le montrez, mais il faut chaque fois rattacher ça au paratopique, à Weisgerber ceci, Weisgerber cela, et donc inévitablement, vous êtes amené à une répétition qui, à la limite, vous empêche d'aller jusqu'au bout de ce qui est le noyau fantasmatique que Moron pourrait vous permettre d'atteindre. Dans la troisième partie, je salue d'abord le fait, vous êtes, je crois, le premier, de montrer l'importance de Chaperon Rouge, roman dont on ne parle jamais, et qui est en effet très important, et vous le faites très très bien. Je pense même en vous lisant, j'ai toujours eu un problème, moi, avec leur page chez Marguerite, à la fois, je l'ai fait rééditer, j'aimais, mais c'était finalement celui dans lequel le régionalisme, si on ne peut les oublier, est le plus massivement fait. Dans Chaperon Rouge, on est déjà dans une modernité qui va devenir beaucoup plus fabuleuse encore, et pour les causes dont je parlais tout à l'heure, dans les trois constitutions. Donc, dans chacune de vos parties, il y a vraiment des choses fondamentales que vous devez, au moment de la publication, absolument mettre en exergue. Je suis assez d'accord, mais c'est en quoi c'est une dissertation doctorale avec mon collègue Éric, sur le fait que, sur le régionalisme, comme sur le roman, ce n'est pas d'une originalité folle. Mais, bon, c'est une dissertation doctorale, on voit bien à partir de là comment vous pouvez arriver à vos conclusions que je discuterai tout à l'heure. Donc là aussi, je crois qu'au moment de la publication, c'est des parties qu'il faudra écouter pour être lues par des lecteurs, vous n'êtes pas lus de la même façon que par des jurés d'une thèse de doctorat. Donc, beaucoup de bien à dire, apport capital à la connaissance de cette œuvre et de notre littérature. J'en viens maintenant à mes remarques critiques. De nouveau, Éric et moi, nous touchons à des points relativement communs à certains égards. Autant sur l'analyse des textes, ça, on voit votre passion, autant il y a par moment, par rapport à ce qui est respectable dans la vieille histoire littéraire,
une relative imprécision, notamment sur le fond. Maître Félicien Marceau, Dominique Rollin, Béatrice Beck, dans le premier XXe siècle, oui, ils y sont nés. Mais l'émergence de leur œuvre, leur reconnaissance et les sottises qu'ils ont racontées, à la fin des années 50, pas dans le premier XXe siècle. Et il y a toute une série de petits détails, Éric en a repéré d'autres, sur lesquels, je pense, au moment de la réécriture, il faudra revenir pour enlever ces petits détails inutilement, on peut inutilement vous accabler, c'est pas mon jeu. Mais ça, je dois le dire. Comme je vous avais dit, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé entre lui et la Roumanie. Il y a beaucoup d'auteurs roumains qui ont été traduits. C'est visiblement pas votre tasse de thé, mais même chose avec Aragon. Les archives Aragon contiennent peut-être des éléments dans lesquels on pourrait comprendre ce qui s'est passé, notamment à ce moment où le communisme, le rapport d'écrivain au communisme bascule, partiellement, et que seule la connaissance des traces pourrait nous permettre d'approcher. Vous avez, j'en étais très heureux tout à l'heure, parlé de Césaire en public, mais vous basculez Césaire sur la question du verset, d'une façon que j'ai trouvé un peu rapide, alors que c'est évident que Césaire, Néruda, Rizzo sont le type d'écrivain, d'écriture politique, qui est facile joint, et dont on va trouver des traces dans son œuvre, et ce sont tous en plus des communistes ou des communisants. Et on ne peut quand même pas aujourd'hui, en dépit des postmodernes et de toute la sottise néolibérale qui nous accable, lire les écrivains de cette époque-là sans quand même se rendre compte qu'ils étaient là-dedans. Et qu'ils ont parfois, à travers ça, écrit quand même des textes admirables. Très bien. Donc, un peu plus de précision factuelle à certains. Deux, il y a beaucoup, je répète, tous les éléments descriptifs sont dans notre thèse, tous. Mais il y a des moments où il faut parvenir à trouver des éléments pour nouer les choses et pour les synthétiser, aussi bien par rapport au personnel qu'au stylistique ou au politico-national. Vous montrez fort bien, à partir de notre cher Mingnaud, le lieu, le non-lieu, le parasitaire, l'espace parasitaire, les métamorphoses du jeu, la question des pronoms. On trouve en effet par ailleurs chez Bourgeot, tout ça est très très bien décrit. Et me paraît, une trace que vous auriez pu, que vous auriez dû, que vous ferez, mettre en rapport rien qu'avec ce titre, le double, la doublure. Le métier qu'écrire est un miroir à l'envers, il ne fait que ça, il n'arrête pas. Il y a quand même un livre qui est un de ses derniers grands essais avant le monstre Hugo, le double et la doublure, ça vaudrait quand même la peine de commenter, en soi, par rapport à lui et à ce qu'il fait, mais aussi par rapport au pays qu'il a produit, dont il n'a jamais renié la nationalité à l'inverse d'autres, et il en était fier. Et d'autant plus, vous le faites avec Beauchot et Pirotte, qui a quand même, avec pour ne prendre que ces trois écrivains, dont les origines de classe ne sont pas du tout les mêmes, qui a quand même de surprenants rapprochements que vous faites. Quant à Pirotte, vous pourriez aller plus loin. Et qui serait quand même peut-être temps d'analyser de près par rapport à l'ensemble du contexte historique dans lequel est produite cette œuvre. Si on prend les déclarations de Juin au moment de celle de Beck ou de Rollin, il est bien sûr dans ce discours d'époque sur ce qui se passe à Paris et par rapport à Paris, mais il est déjà, et c'est une des postures que vous avez très bien montrées, il est déjà en recul, en décalage. Sur la question fondamentale de l'espace qu'il produit, et je le répète, qu'il produit avant la Belgique, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vaudraient d'être analysés, et d'autant plus d'être analysés dans cette comparaison avec deux hommes qu'on ne peut pas dire non plus de la belgitude, Pirotte et Beauchot, quoique certains éléments s'y retrouvent, mais ne sont pas ceux Mertens, Fabien, moi ou d'autres qu'on a tout à fait produits. Et à travers ça, vous pourriez d'une part avancer dans la question du mythe personnel. Je suis bien d'accord avec Eric, ce n'est pas les hameaux du mythe personnel. C'est un élément. À la limite, c'est un élément écran. Et sur la question du mythe personnel, vous pouvez donc, et vous avez tous les moyens dans ce que vous avez écrit, aller plus loin.
puis quand même, une fois de plus, vous le faites en me citant d'ailleurs, mais allez beaucoup plus loin que moi sur ce que ces œuvres disent de ce qui se passe dans ce livre et dans cette histoire, dans cette littérature au moment où il vit. Et j'en viens à un troisième type d'œuvre. Une fois de plus, vous le faites. Et vous êtes un des premiers. La poisse, ce dont on n'est pas sorti, c'est 40-45. 14-18, c'est pas drôle, c'est chaud, c'est clair. 40-45. Et comme par hasard, l'écriture de Join comme l'écriture de Pirotte, le dernier livre de Pirotte, avant celui qui va apparaître après sa mort, ça s'appelle Brouillard. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Lisez Brouillard, c'est pas ça Raphaël Mort, en plus c'est beaucoup plus mêlé d'éléments autobiographiques directement décryptables, quoique manipulables. Brouillard, c'est pas un hasard. C'est pas du tout. Mais la poisse, c'est un hasard. Et c'est aussi pourquoi l'histoire du mythe des hameaux, c'est en partie un hasard. Et que cet écran, en fait, il se fragilise déjà dans chaque monde. Mais il explose complètement dans le dernier. Oui, ça se passe dans l'espace topologique que vous avez si bien décrit ou dessiné. C'est pas ça la question. La question, c'est que le langage est direct, et vous l'écrivez, le langage est directement attaqué par ce qui s'est passé dans le temps, et dans les faux crânes, et par l'horreur de l'idéologie. Et la Belgique, ça c'est ma conviction, est peut-être un des pays dans lesquels la littérature le reproduit, le transcrit le plus vite, mais sans le dire explicite. Or, justement, le dernier livre, ça se passe dans les hameaux. Mais la question, c'est la question du langage. Et c'est la question qui a trahi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce bazar? La conversation que j'avais eue devant Trivier avec Beauchot en 89 à Avoine portait sur les questions de l'armée secrète. Et il y avait des traces de la même ambiguïté. Et, je vous l'avais suggéré, vous ne l'avez pas fait, c'est votre droit, c'est le corpus romanes stricto sensu. Je reste convaincu que dans votre publication, vous devrez joindre Paysage avec Rivière et Les Trois Cousines. Ces deux livres sont des jumeaux. Les Trois Cousines, on peut dire que c'est encore un roman, parce qu'il y a le personnage de Roger Gendre. En plus, Gendre, c'est quand même pas un patronyme tout à fait innocent. Et si vous prenez les deux ensemble, et c'est juste avant la proclamation de la Belgique, contemporain de Paysage avec Rivière, vous allez arriver à quelque chose, notamment sur la circulation et sur la question du mythe personnel, et du rapport à ce que Join transcrit du rapport à notre histoire, qui me paraît important et qui sera votre grande originalité. Cette question de la scène originaire, cette question du mythe personnel, je pense que vous devez travailler de plus près les scènes originelles, y compris celle qui est dans Paysage avec Rivière, la jeune femme nue qui voit la rivière, qui voit de l'autre côté de la rivière une fenêtre, et qui va donner lieu à toute cette description des femmes vaisseaux, nues, qui se promènent. Mais aussi la question du meurtre. Alors, vous avez très bien décrit l'ensemble des meurtres des femmes. Dans le 5e livre, la question du meurtre, c'est un autre étranger, cette fois-ci, parce que c'est un étranger, et un étranger par excellence, pas une femme, c'est un Allemand. Le meurtre, c'est l'Allemand. Et donc, la question des Trois Cousines, couplée à Paysage avec Rivière, je pense, va vous amener à plus loin encore que ce qu'il y a dans votre thèse, et qui est par ailleurs très intéressante et très marquante. Je finis. Dans la question du mythe personnel, vous devez quand même aussi voir le jeu des patronymes et du patrimoine, c'est très bien. Mais la mère bien-aimée, c'est quand même elle dont le nom de famille devient le nom des débiles dans le cycle romanesque. Alors, qu'est-ce que c'est que ces permutations? Jean-Claude, à étudier. Et je terminerai, puisque notre président, par cette question du nouveau.
Elle vous hante depuis le Congo, ça s'appelait encore Zaïre à l'époque, elle vous honore, et quelque part, elle vous masque peut-être, comme le titre Les Hameaux, la possibilité jusqu'à présent d'aller au cœur de ce qui fait cette écriture dont vous dites vous-même, ce n'est pas nous. Et on revient à la question du grand compagnonnage dont personne ne parle, dont vous parlez à travers le vrai et le faux. C'est Louis Aragon. Aragon est un romancier gigantesque. Il est évidemment impossible que Join n'ait pas lu Aragon. Et particulièrement qu'il n'ait pas lu La Semaine Sainte, le roman des années 50, et Blanche oublie comme ce gigantesque écrivain ridiculise les nouveaux romanciers, en étant 100 fois plus vertigineux que lui. Je pense que l'écriture de Join, elle vient d'Aragon. La liberté qu'il s'est donnée vient de celle qu'il a trouvée, le rythme qu'il trouve dans les romans d'Aragon, et qu'il va faire passer ce qu'Aragon, lui, ne fait pas dans sa poésie. Elle dit merci. Je suis prêt. Merci pour ces... Je ne sais pas si je peux... Bien sûr, vous avez la parole, je ne vais pas vous la... Oui, je suis assez interpellé par cette question du roman Le paysage à la rivière et Trois cousines. Je pense que cela mérite, bien sûr, un travail beaucoup plus fouillé pour savoir non seulement cette question architectuelle, de savoir si le paysage à la rivière... Parce que moi, j'ai toujours des problèmes avec ce livre. Moi, quand j'ai dit que j'ai des problèmes avec ces livres, j'ai dit que ce n'est pas tout à fait vrai, le livre pose problème. En ce sens que il y a tout cet itinéraire de Join qui raconte, d'ailleurs sur le monde du jeu, il ne cache pas son identité, etc. Et de temps en temps surgit cette histoire du père Toupin, ce cri qui circule à travers ce livre du début à la fin du livre. Je pense qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus loin que ça. J'ai peut-être été trop vite en me disant, oui, enfin non, ce n'est pas un roman, c'est autre chose. Ce qui est certain, c'est que c'est autre chose. Mais c'est quoi exactement? Je pense que dans la réflexion qui viendra, je ne pense pas que je l'exclurai comme ça brutalement des textes, des fictions. Il y a sans doute quelque chose à faire avec ce texte qui n'est pas ce que moi j'en ai fait. Mais j'étais simplement... j'ai pris un critère qui était le fait que les romans étaient bien spécifiés qu'ils étaient romans, d'ailleurs quand ils étaient publiés, alors que, bêtement, les autres textes, comme Célébration du grand-père et tous les autres, ce n'était pas écrit de roman dessus. Certains même c'était écrit essai, donc voilà, c'était un critère purement formel, mais j'estime que c'est un critère faible, que je peux contourner et aller beaucoup plus loin dans la mise en relation entre ce texte véritablement et les Trois cousines. Parce que ce qui est intéressant, c'est que après les Trois cousines, il n'écrit plus, j'allais presque dire, des romans formels. Quelque chose qu'il appelle roman. Il n'écrit plus cela. Plutôt, il sort le paysage avec rivière et quelques temps après, il se consacre simplement à la critique et à la poésie. Comme si les Trois cousines étaient une espèce de chant de cygne en ce qui concerne, je veux dire, la narration traditionnelle, entre guillemets. Voilà, donc il y a quelque chose à creuser là. Si mon hypothèse est juste, les Trois cousines correspondent à Blanche oublie et paysage avec rivière à théâtre roman. Et donc chez Aragon aussi, à ce moment-là, les gens basculent. Puis Aragon va écrire Matisse roman, sorte d'essai. Donc il me semble que là, tu vas trouver des matrices. Peut-être vous amener à d'autres. Une deuxième chose que je voudrais dire, c'est à propos du mythe personnel. C'est vrai que j'ai choisi un terme bateau, les hameaux, pour parler de ces mythes personnels. En fait, derrière les hameaux, je pensais plutôt à l'enfance de l'autre. Parce qu'il aborde cette question, j'allais dire par le mot mémoriel. C'est par la mémoire qui rentre, et c'est surtout l'enfance aussi qui est mise en jeu dans ces
dans ses romans et dans ses essais autobiographiques. Quand j'ai dit un mot, en fait, je voulais simplement résumer en me disant tous les éléments dont j'ai besoin se trouvent dans ce mot-là. Par exemple, la forêt, la rivière, la combe d'Aldernois, l'arbre, tout se trouve dans ce... Oui, donc j'accepte. Je pourrais peut-être affiner par la suite et détailler en fait les composantes de ce terme bateau, comme je dis, que j'ai voulu utiliser pour signifier le mythe personnel du genre. Voilà. Par exemple, pour Mallarmé, Moreau présente comme mythe personnel toute une phrase, hein, c'est pas simplement un mot. Donc, il y a une espèce de séquence narrative qui vient illustrer le mythe personnel. Donc, voilà, à suivre. Merci à tous pour ce débat. Merci à vous pour vos réponses. Je passe maintenant la parole à M. Laurent Demoulin, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Liège et qui vous a lu avec attention, je n'en doute pas. Oui, bien sûr. Merci, Monsieur le Président, vous avez raison de ne pas en douter. Mais évidemment, comme toute personne dans un jury qui arrive à la 4e place, vous devinez ce que je vais dire, c'est que la plupart des choses que j'ai essayé de dire ont déjà été dites. Alors je crois... Je vais plutôt redire des choses sympathiques que des critiques, puisque les critiques, vous les avez entendues, et des choses sympathiques aussi, mais elles sont plus agréables à réentendre que les critiques. Donc je vais d'abord dire ma grande satisfaction de vous avoir lu, Monsieur Kandonda. Moi, je ne vous connaissais pas du tout, on ne se connaissait pas du tout, et j'ai été très impressionné par votre travail. Je trouve que c'est une œuvre utile, effectivement, on l'a dit plusieurs fois, qui met la lumière sur un écrivain que je connaissais, mais pas si bien, et maintenant de vous avoir lu, j'ai l'impression que je deviens moi-même un petit spécialiste du Bergeois, parce qu'effectivement, vous faites vraiment le tour de la question. Votre titre, c'est l'univers romanesque du Bergeois, ça aurait pu être l'univers du Bergeois tout court, parce que vous ne vous contentez pas du tout de parler des romans, et je trouvais, bon là pour le petit débat entre M. Liseux et M. Quachbert, je pense plutôt du côté de M. Quachbert, je trouve que la présentation générale était... Désolé, était bienvenue. En tout cas, pour moi, ça remettait les choses en place, puisque ma connaissance n'était que parcellaire. Je trouve que vous faites preuve de nombreuses qualités, qu'au niveau de l'écriture, malgré les moments de relâchement qui sont bien réels, elle est quand même élégante généralement, et en tout cas toujours très très claire. Il n'y a pas besoin de vous relire 2 fois pour comprendre ce que vous voulez dire. Même quand vous dites des choses complexes, que vous entrez dans la subtilité, vous avez des vertus que je pourrais dire presque pédagogiques dans ce travail. Il y a une parfaite connaissance de l'œuvre du Bergeois dans ses recoins, alors que, comme vous l'avez rappelé, c'est une œuvre immense en quantité aussi. Et je trouve que vous y entrez de manière, ben, je pense surtout au roman, qui est la partie la plus intéressante et la partie la plus importante, ça je suis d'accord avec tout le monde, de votre travail, que vous y entrez d'abord de manière en simplifiant ce monde très très complexe, et puis en entrant petit à petit dans la complexité, et ça je pense que c'est une démarche bienvenue, en entrant dans des analyses de détails très, très précises, très pointues, mais en étant capable de repasser de l'analyse de détails à la synthèse d'ensemble, donc avec une grande souplesse intellectuelle. Je pense aussi que c'est une thèse vraiment très riche quant à ses références intellectuelles. Vous êtes un grand lecteur. J'ai fait une liste pas du tout complète des sommités intellectuelles de tout le XXe siècle qui sont ici convoquées, de Freud, Bachelard, Barthes, Lukács, Goldman, Quachbert, il est là aussi, c'est vrai, Friedrich, Jeannette, Jung, même s'il y a une faute d'orthographe dans son nom, Jacobson, Benveniste, Greimas, Lévi-Strauss, Durkheim, Bergson, Sartre, bien sûr, Beauvoir, Magno, on l'a dit, Umberto Eco, Raffestin, Moron, Murat, Ricardou, Weisgerber, Ricoeur, Saussure, Moudimbe, Vernant, enfin ils sont presque tous là, et l'Université de Liège, on l'a souligné aussi, est présent aussi, avec Jean-Marie Klinkenberg. Chaque fois vous omettez de mettre que le livre a été écrit à 2, le pauvre Benoît Denis est chaque fois passé sous silence, et j'ai été étonné de croiser en cette page Paul Delbouille, qui devient Pierre Delbouille, page 317, ça c'est assez amusant, mais c'est bien le même, il ne s'est jamais appelé comme Paul. Il faut aussi souligner parmi les qualités de votre travail sa grande originalité, notamment quant à sa structure, ça je vais y revenir après, mais aussi le fait que c'est une sorte de thèse engagée, avec des prises de position, et des prises de position et par rapport à la littérature, et en dehors de la littérature, que ce soit pour des questions politiques finalement,
contre le racisme, contre le sexisme, contre le libéralisme, contre le colonialisme, etc. Ça nous amène à une autre manière de dire cette qualité-là, c'est que c'est une thèse qui est ouverte, et je pense que ça fait du bien. Il y a tellement de thèses qui se penchent avec une précision monastique sur une petite question littéraire, et on a l'impression que la littérature ne concerne que la littérature, que c'est une tour autistique. Alors que là, on voit bien, vous montrez bien que la littérature, c'est une ouverture sur le monde, et que ça vous permet à vous de parler de très très nombreuses choses. Donc vous prouvez, si besoin était, que la vie et la littérature sont deux choses qui s'abritent l'une dans l'autre. Et donc, vous abordez de nombreux sujets, donc j'ai déjà dit la colonisation, l'industrialisation, les rapports entre les hommes et les femmes, la politique, et même votre propre histoire familiale, dans une note en bas de page, on en a parlé tout à l'heure, mais malgré le sérieux de votre travail, cet aspect-là d'ouverture, je le trouvais rafraîchissant. C'est un travail à la fois très sérieux, très pointu, et rafraîchissant, parce que je trouve que les deux qualités qui vont rarement ensemble. Souvent les choses pointues, je ne devrais peut-être pas le dire à l'université, donc je ne le dis pas, vous complétez ma phrase vous-même. Et donc, c'est une thèse qui peut intéresser l'honnête homme, et pas seulement les amateurs de littérature belge, que nous sommes francophones, je ne sais plus non plus comment il faut le dire. Bon, alors, je vais quand même dire quelque chose pour ne pas paraître un vil flatteur, vous faire quelques reproches, mais on les a dit, le fait qu'il y ait des répétitions, etc., des choses peut-être moins utiles. Un détail qui concerne Roland Barthes, qui revient à plusieurs reprises à bon escient dans votre travail, mais à un moment donné, vous le citez, et puis vous parvenez à le faire comme défenseur de l'intention d'auteur. Je trouvais ça un tour de force, page 197, un peu terrible, puisque justement, une des grandes passes d'armes qui a rendu Roland Barthes célèbre, c'est qu'il a fait la guerre à Picard et à la Sorbonne, avec le fameux article sur la mort de l'auteur, contre l'intention de l'auteur, justement. Donc là, vous êtes habile, mais je ne marche pas tout à fait. Donc ça, pour l'édition du livre, que moi aussi j'appelle de mes voeux, ce serait peut-être bien de revoir ce passage-là, de formuler les choses autrement. Parce que vous employez vraiment l'expression intention d'auteur, en plus, c'est très amusant et frappant, mais enfin bon, bref. Donc voilà, alors je reviens un peu sur la question de la structure. Je trouve là, ce n'est ni une critique ni un défaut, mais je trouve qu'on pourrait faire sur votre propre travail un peu le travail que vous avez fait sur Hubert Join, c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait dire, vous me direz si vous êtes d'accord, que votre thèse a quelque chose de parotopique et qu'elle a une utilisation tout à fait originale de la structure. Je trouve que votre thèse est faite d'une tension permanente entre la structure et l'antistructure, c'est-à-dire que vous partez de principes ou d'auteurs comme Magno, dont parlait tout à l'heure Marc Pachber, qui sont des gens vraiment très, j'aurais une question à vous poser à ce sujet-là, très structurés, mais vous échappez tout le temps de la structure. Et je pense que, tant mieux pour vos lecteurs, je pense qu'on est d'accord, Marc, pour dire ça, que vous êtes un as de la digression, en fait. Donc, on dirait que la structure vous sert pour enclencher la parole, et puis elle devient une prison. En tout cas, vous n'appliquez pas la structure telle qu'elle sur le texte, comme on s'y attend quand on lit les premières pages. On me dit, ah, ça va être l'application de la théorie de Magno sur l'œuvre de Join. Oh, pas du tout. La parotopie revient de temps en temps, mais de plus en plus, comment dire ça, pas trop méchamment, mais un peu un prétexte, quoi, ou c'est un joli mot, enfin, je ne sais pas. Mais on voit plus vous en éloigner du début, enfin, vous m'avez compris, plus vous prenez de la liberté par rapport à cette théorie, et je crois que c'est vrai par rapport à toutes les théories que vous utilisez, et donc une sorte de tension, oui c'est ça, enfin, un désir de structure et en même temps un désir d'échappement, donc vous êtes une sorte de structuraliste glissant, ce qui est tout à fait original, pour de nouveau évoquer Roland Barthes. Roland Barthes était structuraliste au début, il est devenu glissant à la fin de sa vie, vous êtes les deux en même temps, les Roland Barthes 1 et Roland Barthes 2 réunis dans un seul chercheur, ce qui est assez épatant, mais peut-être que dans le cadre d'un retravail pour la réédition, il faudra peut-être réfléchir à cette question-là. Hein. Quand vous annoncez, on croit que ça va être ça, et puis c'est autre chose, peut-être qu'il ne faut pas l'annoncer, alors qu'il faut simplement laisser le lecteur, il verra bien ce qu'il trouve en ouvrant le sac. Mais en tout cas, moi, ça m'a fort intéressé, j'ai trouvé ça tout à fait original, comme démarche intellectuelle, et qui est proche finalement de ce que vous avez rappelé, que faisait Hubert Join lui-même, vous l'avez rappelé dans votre introduction,
ce propos un peu désagréable que nous avons entendu sur l'université, à propos de l'université que vous citiez à travers Hubert Join, mais peut-être que ça correspond au travail d'Hubert Join, mais aussi un peu au vôtre. Alors, je ne vais poser... J'avais pensé poser la question par rapport au nouveau roman, que vous parlez beaucoup de Rob Grillet en lisant Hubert Join, moi je pense plutôt à Claude Simon. Mais depuis ce que Marc Wachber a dit de plus intelligent, le rapport à Aragon me semble effacer Claude Simon. Oui, j'y ai pas pensé, mais je crois que Marc Wachber a raison. Aragon est peut-être encore plus important. Mais en tout cas, au sein du nouveau roman, je le trouverais plutôt plus proche de Claude Simon, ne fût-ce que par le côté terroir aussi, que de Rob Grillet plus purement intellectuel. Alors ma question c'est à propos de l'usage de Magno quand même, puisqu'il est quand même là, il est là au début, solidement. C'est une question en collègue, si vous voulez, que je vous pose par rapport à ma propre lecture de Magno et le problème que j'ai avec cette théorie de la parotopie, parce que la pensée de Magno est toujours une pensée qui autoportante, qui se mord la queue. Vous citez par exemple que la parotopie enveloppe le processus créateur, qui l'enveloppe aussi. Donc c'est toujours une chose qui emboîte une chose. On ne sait pas, la dernière poupée de la poupée russe, c'est aussi la première poupée de la poupée russe. Il y a un serpent qui se mange la queue. Donc c'est une pensée qui est presque impossible à critiquer, puisqu'elle se prouve elle-même, la réponse est dans la question, etc. Et par rapport à la parotopie, il y a une double lecture. Paratopie, pardon, excusez-moi. C'est la 4e fois que je fais la faute en plus. Merci, Monsieur le Président. Donc tout le monde avait corrigé. Paratopie. Évidemment, par rapport à la paratopie, il y a une double Magno est ambiguë parce qu'à un certain moment, ça a l'air d'être des caractéristiques précises de certains textes. Et à d'autres moments, c'est toute la littérature qui est paratopique. Alors je me disais, mais c'est un peu vache quand même, comme je vais le dire, mais tant pis. À quel intérêt de chercher la paratopie dans un texte, puisque toute littérature est paratopique. Ça aurait été beaucoup plus épatant pour prouver l'originalité d'Hubert Join, de prouver qu'il est topique. Donc là, ce serait le seul écrivain du monde, puisque tous les écrivains sont paratopiques par définition, vous voyez. C'est comme de chercher en quoi Hubert Join est écrivain, quelque part. Il est écrivain, donc je vais vous prouver qu'il est écrivain. Donc je me demandais un peu votre avis par rapport à cette question-là. C'est très intéressant. J'ai parlé assez vite, Monsieur le Président. Super. Excusez-moi. C'était très intéressant ce que vous venez de dire parce que j'ai eu la même impression. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas pu me mettre vraiment sous le contrôle de cette structure, de cette théorie du début à la fin. Parce que je trouvais quelque part, comme vous l'avez dit si bien, qu'elle s'est mordée un petit peu la tête. Mais j'ai écrit à Magno. Je lui ai parlé de ce que je trouvais comme problème. Et il m'a répondu à l'époque. Et il m'a dit, voilà, je sais qu'il y a des problèmes avec cette notion de paratopie. De toutes les façons, je suis en train de préparer une publication. Donc ça, c'est son livre. Il avait d'ailleurs écrit pragmatique littéraire. Non, il y a pragmatique littéraire et puis il y a paratopie littéraire, scène d'énonciation. Oui, oui. Il en a publié 3 au moins. Un en 1993, un en 2000, je crois, et un, le dernier, donc, contexte littéraire, 2004. Scène d'énonciation, etc. Ça, c'est en 2004. Ouais. Et effectivement, à l'époque, il me renvoyait en me disant, voilà, normalement, dans la publication de 2004, vous trouverez des réponses à votre inquiétude. Vous le dites dans une note. Mais je n'ai pas tellement trouvé des réponses à mes inquiétudes. Mais ce que j'ai trouvé par contre, ce qu'il a vu, il dit quelque chose d'autre qu'il ne disait pas en 93. En fait, il reprend le champ littéraire décrit par Pierre Bourdieu et il en fait un champ discursif dans lequel un certain nombre de discours essayent de se positionner. Et il reprend donc toute la série de dominant-dominé, périphérique, centre, etc. Mais il dit, la seule différence entre ceci, le champ discursif et le reste, c'est que le champ discursif peut permettre de s'approcher de la scène d'énonciation de l'écrivain. En ce sens que lorsque, et là, j'ai commencé de nouveau à adhérer à sa pensée, il dit ceci,
que lorsqu'un écrivain pose un acte de langage, il appelle ça des actes parce que nous sommes dans la pragmatique littéraire, donc il appelle ça des actes de langage. Lorsqu'un écrivain pose un acte de langage, ce n'est pas comme si on se retrouvait dans un acte de langage ordinaire. Il dit, lorsque je parle à quelqu'un et que je pose un acte de langage, cet acte de langage est complètement surdéterminé par le contexte de conversation. On sait que la pragmatique a des lois de discours et des lois, enfin ce qu'on appelle des maximes conversationnelles, et donc a plutôt des principes et des lois. Mengueno dit que ces lois et ces principes, moi je ne sais pas si je dois les citer, mais peut-être qu'on ira trop loin dans les détails, mais Mengueno dit que ces principes et ces lois peuvent s'appliquer à la scène d'énonciation, avec la seule différence que, 1, la scène d'énonciation d'un écrivain est déterminée d'abord par son genre. C'est ça l'institution, il appelle ça l'institution. L'institution, c'est donc toute l'institution littéraire qui détermine le genre. Lorsque vous écrivez un roman, ce roman doit respecter d'abord le genre dans lequel, lorsque vous écrivez un texte littéraire, il doit s'insérer dans un genre donné. Ce genre est déjà une limitation par rapport à la liberté, j'allais presque dire, de l'écrivain. Mais la chose fondamentale qu'il dit est celle-ci. Dans le langage ordinaire, tout est déterminé par le contexte. Nous expliquons les actes de langage par le contexte précis. Je parle à qui, et qui est-ce que je suis pour lui parler de cette façon, et qui est-ce qu'il est pour que je lui parle de cette façon. Autrement dit, il remet en fait le pouvoir, le problème de l'autorité dans le langage. Lorsque je m'adresse à quelqu'un, il y a tout un tas de rituels que je dois respecter. La politesse et ceci, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a la loi, par exemple, le principe d'exhaustivité. La loi d'exhaustivité, je dois tout dire. La loi de mobilité, je ne dois pas brouiller mon message. Il y a la loi de pertinence. Ce que j'ai dit ne doit pas être une simple répétition, des rédits ou des choses comme ça. Je ne peux pas parler pour ne rien dire. Il y a toute une série de lois. Mais il dit que quand il s'agit d'un écrivain, il faut être très souple avec ça. Pourquoi? Parce que l'acte de production d'un écrivain ne peut pas être déterminé. Il n'y a pas de discours qui dévance la parole d'un écrivain. C'est lui qui, dans le même élan, produit le texte littéraire et donne les conditions d'énonciation de ce texte littéraire, les conditions d'acceptation de ces textes littéraires. C'est toujours une négociation, c'est pour ça. C'est vrai pour tous les écrivains, même. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit dans ce texte qu'en réalité, chaque écrivain est paratopique. Ça j'ai trouvé quand même vers la fin qu'il a dit que chaque écrivain est paratopique. Donc, mais la tâche est de définir le type de paratopie pour chaque écrivain. D'accord. Okay. Voilà. Je suis satisfait de la... Monsieur le Président. Merci, Monsieur Demoulin. Poursuivons et je passe la parole à Monsieur Jean-Pierre Bertrand, promoteur de la thèse de Monsieur Kangomba et professeur à l'Université de Liège. Vous avez la parole. Pour 2 minutes. Un peu plus. Bon, Laurent Demoulin se plaignait presque de ne plus avoir grand-chose à dire, mais il a dit beaucoup de choses et très intéressantes. Et moi qui viens en avant-dernière position, je pourrais te dire pareil, mais j'ai plein de choses à vous dire, Jean-Claude. Rassurez-vous. Et je vais commencer par rappeler ce que Marc Quashber a fait d'une certaine manière, mais nous n'avons pas la même histoire, si je peux dire, puisque nous nous connaissons depuis 4 ans, je dirais, non hein, quelque chose comme ça. Et je voudrais quand même ici rappeler, souligner que le véritable directeur, je n'aime pas le mot promoteur, de cette thèse, c'est Marc Quashber. Hein. Et moi, je ne suis qu'un relais ou un facilitateur académique. Et bien volontiers, j'ai pris le relais de mes 2 prédécesseurs, qui sont tous 2 à la retraite, ce qui situe à peu près chronologiquement aussi cette thèse dans l'histoire. Enfin bon, je ne vais pas insister là-dessus. Alors, je voudrais dire aussi toute ma satisfaction, je vais commencer par ça, et puis je viendrai sur un certain nombre de points. Je vais laisser tomber tous ceux qui ont déjà été discutés, notamment autour de Mengueno. Je sens qu'on va s'enferrer là, mais j'avais des questions à vous poser, vous le savez bien d'ailleurs, puisqu'on en avait parlé. Donc, j'ai choisi quelqu'un d'autre que je voudrais un peu discuter avec vous.
je commencerai par dire ceci, c'est que vous avez, en dépit du titre qui dit à peu près le contraire, puisqu'il indique une restriction, l'œuvre romanesque, vous avez décidé, et on en avait discuté, de traiter de toute l'œuvre. Je comprends de mieux en mieux le choix, même s'il y a cet ajustement à faire quand même par rapport au titre. Hein, vous nous roulez un peu, quoi. Mais je comprends mieux parce que ce qui vous intéressait dans l'ensemble, c'est ce que vous appelez d'entrée de jeu les ramifications. Hein. C'est à peine une métaphore hein, chez vous, mais enfin bon, d'un genre à l'autre, d'un texte à l'autre, en fait, Hubert Join s'est pris pour Victor Hugo, si ce n'est qu'il n'a pas fait du théâtre. Je ne sais plus si c'est dans cette version-ci ou dans une antérieure, vous parliez de lui en tant que touche-à-tout. Est-ce que c'est resté, ça? Non, c'est pas plus. Ah, oui, je l'avais vu, mais je pense que vous l'avez corrigé, alors. Touche-à-tout, c'était quand même pas très sympa, mais enfin bon. Mais en même temps, c'est à peu près ça, quoi. Hein. C'est aussi pour des raisons... enfin, c'est ça aussi un écrivain professionnel, après tout. Donc, c'est bien, je pense, d'avoir traité de l'œuvre dans son ensemble, de l'avoir traité aussi dans cet aspect qui reste quand même une grande interrogation et sans doute une singularité belgo-belge, c'est d'être à la fois un écrivain régionaliste et en dehors de chez soi, quoi. Enfin, et même dans le giron de Paris. Mais bon. Alors, c'est aussi votre rapport, et on l'a dit à plusieurs reprises, mais je le redis parce que je crois que ça vous fera plaisir, c'est le premier ouvrage universitaire sur Hubert Join. Enfin, il y a eu 2-3 monographies là, que vous citez à plusieurs reprises, dont vous ne faites pas grand cas, mais enfin, on voit bien qu'elles ont été utiles en son temps. Voilà, bon, bien. Alors, ce que je voudrais souligner aussi, ce qui n'apparaît peut-être pas assez nettement, parce que c'est sans doute couvert par le côté dissertation doctorale, c'est en fait la thèse centrale de votre travail, qui est d'essayer de comprendre cette articulation à nouveau très singulière et sans doute très belge, entre régionalisme et nouveau roman. Hein, c'est quand même, il n'y a qu'en Belgique qu'on peut faire des choses pareilles. Et il fallait être très paratopique pour y songer. Hein. Voilà. Alors, mais c'est une belle thèse qui aboutit, en fait, par laquelle votre démonstration aboutit en sa troisième partie. Voilà. Mais j'aurais peut-être aussi des réserves à exprimer par rapport à ça. Mais je pense que la thèse est très bien. Voilà. Alors, je voulais aussi, on l'a un peu dit, mais quand même on l'a dit, mais souligner cette qualité qui a son revers, mais bon, de style. Vous écrivez, vous avez une plume, voilà, je veux dire comme ça. Quelquefois, elle n'est pas très académique. On a cité quelques expressions. J'épargne le public pour d'autres expressions, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées dans le sens de l'orthodoxie académique. Voilà, vous avez parfaitement joué le jeu, mais vous vous lâcherez pour le livre. À mon avis, ça reviendra. Alors, j'en viens à 2 ou 3 questions, si vous voulez. Donc, une très générale. On vient de discuter à l'instant des modèles romanesques possibles. Votre thèse, c'est de dire, mais il y a du nouveau roman là-dedans, c'est la troisième partie. Marc Wachbleur vient d'avancer de la thèse de l'imprégnation aragonesque, si je peux dire, c'est moche, mais bon. Mais je pense qu'il y a une piste là. Moi, j'ai pensé à une troisième. Je connais Hubert Join depuis longtemps par la critique, par sa critique notamment de la littérature de la fin du 19e siècle. C'est la fameuse série Fin de siècle qu'il dirigeait chez 10-18 et où il a fait connaître, il y a un rôle formidable là, un certain nombre d'auteurs. Ça fait rêver hein, de publier comme ça, Gourmont, Jean Tinan, enfin, Marcel Schwab, enfin, je connaissais toute cette série qui est magnifique. Et je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas là, dans la pratique du roman qui est la sienne, une sorte d'imprégnation de ce roman fin de siècle, que j'ai par ailleurs avec Jacques Dubon en son temps étudié, qu'on avait appelé le roman célibataire, etc. Enfin, il me semble qu'il y a là une sorte d'interrogation, en tout cas. Plutôt que de se tourner vers le nouveau roman qui est contemporain à sa propre pratique, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à s'interroger sur cette influence, je veux dire avec des mots très simples, du roman fin de siècle tel qu'il a été expérimenté par quelques auteurs, dont Rémy Gourmont, dans Sixtine et d'autres, en cherchant de nouvelles formes pour le roman. On a pu parler à propos de cet épisode romanesque-là dans l'histoire littéraire de nouveaux romans avant la lettre, dont Robbe-Grillet ne s'est jamais recommandé par ailleurs. Mais peut-être qu'il ne le connaissait pas, peut-être qu'il connaissait
tout de même Robbe-Grillet, Édouard Dujardin. Les lauriers sont coupés, enfin des formes pareilles. Voilà, c'est une question, je vous la pose là comme ça. Ce sera peut-être ma seule question, d'ailleurs, je ne sais plus. Voilà. Alors, je vous disais à l'instant que mon intérêt pour Bergevin, historiquement parlant, se situait du côté de l'essai. Et j'étais un peu frustré, donc j'en viens à quelques remarques là, comme ça, sur sur la partie, le chapitre où vous envisagez l'essayiste. Frustré en ce sens que je ne vois pas trop bien encore ce qu'a été l'essayiste Hubert Juin, si vous voulez. Vous consacrez, c'est dans la première partie, je crois, hein, une présentation, c'est plutôt de cet ordre-là, c'est pas de l'analyse. Hein. Un point, une section qui s'appelle l'essayiste, puis alors un peu plus loin, vous revenez à la critique, aux critiques littéraires, page 122, c'est 57 et 122. On aurait même pu faire un seul chapitre, me semble-t-il, en tout cas pour la présentation, mais peu importe. Mais par exemple, pour indiquer en quoi j'ai pu être un peu frustré, c'est lorsque vous faites la présentation de cet essai-là que j'ai pris avec moi, Les incertitudes du réel, que j'ai un peu relu à l'occasion. Donc je vous remercie aussi de m'avoir fait relire de Hubert Juin, mais ça a terriblement vieilli hein, quand je relis ça. Mais on peut le comprendre aussi. Mais c'est de la chronique, hein, c'est pas de l'essai. Donc, enfin, c'est un peu compliqué, soit, mais je ne vais pas répondre à la question que je pourrais vous poser. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est question de 5 auteurs là-dedans, enfin de 5 artistes, 4 écrivains plus Manet, hein, dans ce livre qui est assez bricolé, il faut bien le dire. Et vous présentez les choses en disant, ben voilà, il nous parle de Lamartine, de Lafort, de Reverdy, de je ne sais plus qui, enfin bref, et vous ne dites pas Manet, vous voyez. Et puis alors vous prenez un petit extrait qui vient de la fin, et donc vous ne présentez pas, vous ne donnez pas les raisons pour lesquelles Hubert Juin se consacre à ces auteurs-là et les rassemble sous cette appellation les incertitudes du réel. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc vous êtes très indiciel, quoi. Vous nous dites, ben voilà, il a fait cet essai-là où il nous parle de trucs, vous dites Manet, il nous parle de la forme, etc. Mais c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire par là? Alors qu'il y a dans son travail d'essayiste, à mon avis, ce serait peut-être même une thèse à faire, ou en tout cas un mémoire, quelque chose de très unifié. Hein. On voit bien quels sont ses auteurs de prédilection, et ça forme une petite famille, même une grande famille assez homogène. Hein. Oui, bref. Voilà. Donc il me semble que même si vous prévalez de certains auteurs critiques, comme Pierre Glaude et comment il s'appelle, François Douette, à propos de l'essai, hein, puisque c'est la partie là, les théoriciens donc de l'essai, vous ne faites rien de l'essai, de la théorie de l'essai dans cette partie-là. Alors qu'il y a des choses, à mon avis, assez intéressantes. Il faudrait montrer, par exemple, comment cet essai tient plus de la chronique que de l'essai, ou comment ces deux genres-là s'infiltrent. Enfin bon, voilà. J'avais une petite remarque qui n'a plus rien à voir avec tout ceci, mais sur la géographie. J'aime bien la géographie. Et j'ai été curieux que lorsque vous présentiez Hubert Juin, vous parliez de son environnement, Artus et compagnie, là, et vous ne parliez pas de Lorraine belge. Mais dans la partie très précise où ça se dit, hein, où vous situez Florentville, la Gaule, etc. Ou alors ça m'a échappé, je ne sais plus, ça y est. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on a notion de Lorraine belge. À cet endroit-là, je peux vous dire où c'est. Hein, attendez, c'est où ça? C'est page 33 au tout début. Hein. Donc vous parlez de l'Ardenne, de la Gaume, du pays d'Arlon, voilà. Oui. Mais la Lorraine belge, ça existe aussi. Mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne parle vraiment pas de ça Je dois avouer que cette connaissance de ce point ne vient pas de moi, elle me vient de quelqu'un, quoi, c'est Paul Mathieu, oui, de Paul Mathieu. Donc j'ai effectué un séjour dans le Luxembourg. J'y ai passé, je crois, un peu plus d'une semaine. Donc j'ai été notamment à la bibliothèque Hubert Juin, dans ce village, en réalité, parce que j'entends ici dire Athus, mais moi j'ai vu j'ai entendu des gens dire Athus. Je ne sais pas ce que je mais j'ai rencontré un historien, Paul Mathieu. C'est lui qui m'a expliqué vraiment de manière très pédagogique la configuration, la géographie de cette région. Ouais.
Et Bon, enfin, il m'a d'ailleurs pas mis le en cas. garde plusieurs fois en disant qu'il ne faut pas confondre le pays d'Arlon, la Gaume, Non, ça d'accord, je vois bien. l'Ardenne, Ouais. parce qu'il vaut mieux Faut dire rien le pays confondre, l'Ardenne en fait. et pas les Ardennes, etc. Parce que les Ardennes, ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc il m'a dit une série de choses et il ne m'a pas parlé de la Lorraine belge. belge. Non, sur l'autoroute, pourtant, on voit ça, traverser la Lorraine. Ah oui, non, mais enfin, ça, peu importe, c'est sans intérêt, ce que je raconte. Alors, j'en viens peut-être à celui que j'ai choisi comme point de discussion rapide, rassurez-vous. Hein. C'est Lucien Goldman, hein, qui a pris à la fin, à l'occasion donc de l'introduction dont on pourrait effectivement se passer. Je rejoins ici peut-être Éric Liseux. L'introduction au nouveau roman, c'est des choses qu'on sait bien, enfin que l'honnête homme, comme disait Éric, connaît. Bon. Enfin, vous servez de cette introduction-là pour placer Lucien Goldman, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup pratiqué en son temps, et que vous m'avez aussi donné l'occasion de le relire, donc c'est très bien. Mais c'est déjà très curieux de le faire dialoguer avec quelqu'un qui n'a cessé de parler de mythes personnels. Moron et Goldman, tous les deux doivent se retourner dans leur tombe, pas dans le même sens, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on est dans le collectif, vous voyez. Donc il y aura une belle question là, à soulever. Enfin, vous dialectisez des choses qui, à mon avis, sont très oxymoriques. Goldman ne peut pas supporter l'idée qu'il y ait du mythe personnel, enfin, tout simplement. Alors, ce qui me perturbe un peu là-dedans, et ça, j'aimerais que vous le corrigiez, quitte à ce que vous passiez de ça d'ailleurs, dans cette partie, c'est la manière dont vous traitez Goldman en partant des structures mentales de cet essai en 64, structure mentale et création culturelle, et vous rappelez des choses très 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 générales qui sont assez éloignées du nouveau roman, même si déjà dans cet essai-là, il parle du nouveau roman, de Rob Grillet, et surtout des films de Rob Grillet d'ailleurs, mais enfin soit. Mais alors ce qui m'a surpris, c'est que vous n'exploitiez pas du tout, vous le citez, mais sans l'exploiter, ce texte qui est magnifique, que j'ai relu d'ailleurs, sur le nouveau roman, qui fait suite d'ailleurs à une discussion où Goldman était présent entre Rob Grillet et Nathalie Sarraute, un texte qui s'appelle attendez, je l'ai ici sous les yeux, mais enfin bon, c'est pas très important, c'est Nouveau roman, pardon, et réalité. Et c'est publié pour une sociologie du roman, où il explique très très clairement comment les choses se sont mises en place, comment le nouveau roman s'est installé en regard, enfin je ne vais pas reprendre tout ça, mais et je suis curieux que vous ne l'ayez pas exploité alors que vous êtes passé à côté de la montre en or, si je puis dire. Vous voyez, il y a ce texte-là qui dit tout ce que vous auriez pu dire, qui n'est peut-être pas nécessaire à dire, mais vous faites ce détour par ces trucs très compliqués de structure mentale, création collective, etc., culturelle, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et, or, vous le savez, vous connaissez ce texte-là, vous le citez. Enfin, vous ne le citez pas, vous y référez. C'est un peu curieux, quoi. C'est un peu curieux. Mais bon, en même temps, on pourra peut-être s'en passer. Ça vaut le mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je voudrais dire pour terminer? Je ne sais plus où sont mes questions. Oui, voilà. Juste une chose. Je n'ai rien dit de la première partie, qu'on a un peu discuté tout à l'heure. Il y a une chose qui me reste un peu mystérieuse, et je vous en avais fait part, c'est que je ne comprends pas. C'est pas une question de compréhension, je ne suis pas informé, je ne sais pas la manière dont Hubert Join a rapidement et presque magiquement, à vous lire, connu ce si beau monde à Paris. Ça paraît un conte de fées. Si vous voyez, là, ça et tout de suite, ça Aragon, ça Gain, misère, magnifique. Il manque quelque chose là, mais c'est parce que sans doute je suis trop habitué à reconstituer des trajectoires d'écrivains, etc. Bon, voilà. Mais bon, si vous avez un petit élément de réponse là pour ça, voilà, vous choisissez dans tout ce que je vous ai proposé comme question, suggestion, qu'on vous entende un peu. Merci en tout cas pour cette thèse, donc je vous félicite encore. Voilà, je voudrais commencer par, si vous le permettez. Vous avez la parole. Je voulais commencer par cette question du nouveau roman. Effectivement, ce texte et tout ce que j'ai dit à propos de cette réflexion de Goldman qui analyse la société bourgeoise, etc. En fait, oui, votre question, maintenant que vous la posez, j'estime qu'il y a une lacune à ma part pour n'avoir pas exploité pour une sociologie du roman. Mais ce que moi je visais en fait en rappelant tout cela, c'est parce que les nouveaux romanciers eux-mêmes se sont toujours référés à la bourgeoisie et à la société bourgeoise pour argumenter dans leur
dans les choix qu'ils ont faits. Donc, notamment, Alain Rodriguez, il écrit un nouveau roman, et là-dedans, une des raisons pour lesquelles il dit que moi, je suis pour le changement de la structure romanesque, il évoque souvent le roman balsacien, mais pour lui, indifféremment, le roman balsacien, le roman bourgeois, donc le roman qui était ce qu'il appelait le roman du plein, c'est-à-dire le monde avait un sens, l'homme avait un sens à sa vie, etc. Et donc, l'écrivain faisait une représentation, comme chez Balzac par exemple, de ce sens et de ses biens et de toute cette plénitude. Oui. Et donc, voilà, en opposition, eux, ils disent maintenant, le monsieur, le français ou l'habitant de la France des années 50, etc., généralement, il est réduit à un numéro matricule. Sa vie lui échappe complètement avec le problème de l'industrialisation et de l'aliénation, parce que nous sommes aussi sous l'influence de la réflexion marxiste, etc. Et donc, voilà, eux, ils ont dit, voilà, nous, notre roman, en tout cas, c'est comme ça qu'ils essayaient de fonder leur pratique idéologiquement, en disant, nous posons le roman en contestation de la société bourgeoise, fin 18e, 19e siècle, etc. C'est la raison fondamentale pour laquelle je me suis attaqué dessus. Alors, l'histoire plaisante, il y a bien d'autres choses que vous dites avant. Oui, René Gourmont, voilà. Ça, je retiens comme remarque, évidemment, parce que je vais aller voir de plus près. J'avoue vraiment que je n'ai pas pensé à cela, notamment comme la remarque de M. Coicheveur à propos de Louis Aragon. Je crois que ce sont des choses que je vais mettre en tandem et aller voir de plus près. Alors, il y a cette question sur l'essayiste. En fait, j'ai distingué les choses ici. J'ai mis l'essai et la critique littéraire. Donc, dans l'essai, en fait, je faisais simplement allusion à ses écrits autobiographiques ou biographiques. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, je crois que je l'ai dit quelque part, c'est que la plupart des textes de Juin dans ce genre d'essais autobiographiques, c'était des livres de commande. En fait, on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de ceci, ou qu'il raconte un aspect de sa vie qui avait trait à ceci. Et ça, je crois que c'est Philippe Baudard, si j'oublie son nom, c'est François Baudard qui le dit très bien, quelque part en disant, voilà, la plupart de ces livres, ce qui est extraordinaire, avec ces textes soi-disant de commande, Juin y mettait quasiment toute son âme, il y investissait toute sa passion, de sorte que ces textes sont très agréables à lire et très intéressants à lire. On n'a pas l'impression qu'il l'a fait sous le coup d'une demande quelconque. Ces textes s'intègrent tout à fait à sa manière d'écrire et à sa production littéraire. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à propos de l'essai et de la critique littéraire que j'ai voulu donc distinguer. Alors, l'insertion de Juin à Paris, assez rapide d'ailleurs, il rencontre tout de suite les grands noms de la littérature française. C'est quand même, oui, on peut dire que c'est extraordinaire, mais toujours notre François Baudard, il dit quelque part que Juin avait présenté des articles à Albert Béguin. Et Albert Béguin avait trouvé ces articles absolument intéressants, même fabuleux. En fait, il est tombé sous le charme de ces textes divergents. Et il a commencé comme ça un petit peu à démarcher pour lui, parfois dans les revues, pour dire, voilà, il y a un texte d'un jeune ici très intéressant. Et c'est comme ça que, en compagnie d'Albert Béguin, il a été présenté à plusieurs personnalités littéraires de Paris. Évidemment, le fait qu'il est devenu secrétaire d'Aragon lui a ouvert d'autres portes. Voilà. Bien, merci. Merci. Monsieur Kangomba, je vais me donner la parole en promettant de tenter d'être bref après avoir imposé à mes collègues de l'être. C'est bien le moins. Donc, moi, à mon tour, je vous adresse mes félicitations pour cette belle thèse. Je l'ai trouvée très documentée. Pour le premier travail d'ensemble sur l'œuvre d'Hubert Juin, je trouve que vous atteignez un bon équilibre entre l'ambition de brasser toute la totalité de l'œuvre et de la personnalité de Juin et la nécessité de choisir et de focaliser. On voit bien que vous parlez dans la première partie de toute l'œuvre
pour vous centrer sur les romans, et dans la troisième partie, vous n'étudiez que les trois cousines. Je trouve que cet effet de zoom est assez bienvenu et ne vous empêche pas d'être, sinon exhaustif, en tout cas assez profond et pointu sur le sujet. Vous avez une lecture souvent empirique qui est plongée dans l'œuvre et dans l'écriture au plus près du détail du texte. Vous couvrez pas mal d'aspects de l'œuvre, thématiques, mythiques, la question des genres, des courants d'écriture, régionalisme, nouveau roman, l'autobiographie, la fiction, etc. Vous avez une assise théorique et méthodologique dont on a parlé. Je ne dirais pas pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas avec des débats autour de cette question. J'ai trouvé que, somme toute, un concept comme la paratopie était peu exploité par votre texte. Ça vient de temps en temps, notamment vous le rattrapez à la fin, mais comme on l'a dit, ce n'est pas plus mal que vous ayez suivi votre chemin sans être trop encombré par les instruments méthodologiques que vous vous étiez pourtant donné au départ. Ce que je retire comme apport de cet arsenal théorique, c'est ce à quoi vous aboutissez en l'utilisant, c'est-à-dire la notion de rupture, qui est effectivement importante. Moi aussi, je trouve que la deuxième et la troisième partie sont plus intéressantes, plus riches, plus novatrices que la première, qui est un peu trop et trop peu. On l'a déjà dit. Alors, avant d'en venir à l'une ou l'autre question sur la deuxième ou la troisième partie, je voudrais m'arrêter néanmoins sur cette première partie, et plus particulièrement sur le point 2.2, le poète. On ne se refait pas chacun son dada. C'est une partie très intéressante, la manière dont vous analysez la poésie du Bergevin, le contenu, le parcours thématique ou le parcours de sa poétique est très intéressant et très utile. C'est une première base pour... Évidemment, cette partie est un peu trop courte. Ça aurait pu faire l'objet de la thèse de doctorat de quelqu'un d'autre. Vous, votre sujet, c'est les romans. Donc, il y a trop peu. Mais ce que vous dites sur, par exemple, le fait qu'on retrouve les mêmes thématiques et préoccupations dans la poésie que dans les romans et les essais, tout cela est fort bon et convaincant. J'ai trouvé à cet égard que vous auriez pu davantage situer, on l'a dit, le poète Hubert Join dans un contexte, le contexte poétique français et belge. Pourquoi Saint-John Perse comme modèle? Quelle était la place de Saint-John Perse à l'époque, dans les années 50? Quelles autres proximités ou influences étaient possibles? Quelle est la place d'une telle poésie à ses débuts et ultérieurement par rapport au surréalisme, juste après la Deuxième Guerre mondiale? Un exemple, il me semble qu'il y a, sur le plan poétique, un parallèle qui aurait pu être fait entre la poésie du Bergevin et celle d'Henri Beauchot. Vous faites un parallèle avec les romans d'Henri Beauchot, et pour la poésie aussi. Géologie, le premier recueil d'Henri Beauchot en 1958, c'est de la poésie épique, avec du verset et aussi du vers régulier, avec une influence de Saint-John Perse évidente. Puis on a en 1964 l'escalier bleu, qui est fait de souvenirs d'enfance. Donc il y a là une espèce de parallèle, peut-être même de compagnonnage conscient ou inconscient entre les deux poètes. Alors ça, c'est l'approche que vous avez de sa poétique. J'en viens maintenant à une question plus technique et concrète, qui est celle de la versification, où là, il me faut un peu vous accrocher. D'abord, sur le plan terminologique et factuel, vous confondez métrique et versification. La métrique, c'est l'étude des régularités observables dans la forme de la poésie. La versification, c'est beaucoup plus large. Si vous voulez, il n'y a pas une métrique du vers-libre, à moins que le vers-libre montre sa propre métrique. Donc, c'est une simple question de terminologie, mais qui peut éclairer certaines confusions que vous faites. J'ai trouvé que ce que vous disiez de la technique poétique du Bergevin à travers toute cette partie-là était un peu confus et trouble, dirais-je. Bon, vous partez du verset. Effectivement, les débuts du Bergevin, c'est du verset. C'est notamment dans son premier recueil, Le Livre des Déserts. C'est du verset sans problème. Mais votre approche du verset est assez confuse. Vous remontez au verset biblique, vous postulez Saint-John Perse, mais vous n'examinez guère le verset en France au XXe siècle, à l'époque de ce premier recueil, ou dans la première moitié du XXe siècle. Sur le plan conceptuel, vous citez l'ouvrage Le vers-libre de Michel Murat, à propos du verset biblique, mais vous n'examinez pas sa thèse à propos du verset, à savoir que pour lui, le verset, c'est du vers-libre.
et que techniquement, le verset, c'est comme le vers libre, aller à la ligne. Le vers libre et le verset se définissent l'un et l'autre par le retour à la ligne. Et que le verset ne se distingue du vers libre dont il est une forme que par sa longueur moyenne et assez importante. Il ne faut donc pas dire, avec syllagie, comme vous le répétez en page 86, contrairement au vers libre, en tant qu'unité typographique, le verset ne se définit pas par le retour à la ligne. Sinon, ce serait de la prose. Je préfère, lorsque vous dites à la page suivante, que le verset est une forme intermédiaire entre le vers libre et le poème en prose. Le verset, c'est du vers fait avec de la prose. En tout cas, c'est une forme de verset possible. Et il y a chez Hubert Join une relation forte du verset et du vers libre ultérieur avec la prose. Je pense que l'origine du verset de Join, c'est la prose. Et là, il y a un rapprochement que vous esquissez à faire avec son écriture en prose, et notamment son écriture romanesque. Vous auriez pu regarder de plus près le rapport fait avec le verset de Saint John Perse, et aller chercher du côté de Claudel et des 5 grandes odes, par exemple, de Claudel. Bien, j'en viens maintenant dans l'évolution formelle de la poésie d'Hubert Join, à quelque chose qui vient après le verset, et qui me met dans une situation un peu embarrassante, car vous m'obligez à parler de moi, et à faire ce que l'on voit parfois faire dans des défenses de soutenance, c'est-à-dire le juré, le lecteur qui reproche au candidat de ne pas l'avoir cité. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, mais je suis bien obligé de le faire. Vous citez pourtant mon article sur le vers de prose dans votre bibliographie, mais vous n'exploitez pas ce que j'avais la faiblesse d'y dire dans votre analyse du vers d'Hubert Join, et on passe du verset à quelque chose que vous ne nommez pas, alors qu'à partir du début des années 70, et d'un recueil comme le 5e poème, on n'est plus dans du verset, on est dans du vers libre long, qui se définit par une justification, ou plutôt un calibrage assez régulier, qui donne l'impression au lecteur que l'on a sous les yeux non pas du vers, pourtant c'en est, mais de la prose qui n'est pas justifiée à droite comme à gauche. Et c'est une forme qui a son histoire dans la poésie française de la deuxième moitié du XXe siècle, et que manifestement Hubert Join invente pour son propre compte à un moment donné. Et malheureusement, vous n'en faites rien. Pourtant, je pense que c'est ainsi qu'il fallait décrire cette poésie-là et cette forme-là. Ça vous amène à des acrobaties. Par exemple, page 107-108, vous commentez le poème « La servante à la fenêtre » du recueil Le Cheval Bleu, où on a un vers long qui va jusqu'à la marge et qui chaque fois est suivi par un petit embryon, un petit résidu qui est aligné à droite. Cette forme très découpée, long bref, long bref, long bref, n'est qu'un artefact de l'édition. Je suis convaincu que Hubert Join a écrit ces vers-là d'un seul tenant, sous la forme que j'ai décrite, le vers de prose. La preuve, c'est que quand ce poème-là et les autres du recueil sont repris dans Les Guerriers du Chalco, le vers est sur une seule ligne, et il est redevenu vers, et il n'y a plus d'artifice typographique sur lequel on puisse gloser quant à la réception par le lecteur. Donc, le recteur n'a rien à faire. Donc, ce vers de prose que j'ai la coquetterie de défendre est important, parce que justement, sur un plan paratopique, ou sur un plan sociologique, ou d'histoire des formes, il est une véritable invention d'Hubert Join qui combine justement héritage, car on peut dire qu'il procède du verset, qui est sa première forme, refus de certaines choses, et invention personnelle. Le vers de prose est une forme complexe qui est dialectiquement située entre 3 formes plus classiques et repérables: la prose, dont il procède comme le verset, le vers régulier, dont il présente ou dont il transpose la régularité sur un plan typographique, et le vers libre, dont il est objectivement une forme. Et donc il est intéressant de voir qu'Hubert Join invente sa propre forme et la situe à un moment précis de l'histoire des formes en poésie française par rapport à tout ce qui s'est fait. Il y a donc continuité dans la pratique d'Hubert Join, du verset à ce vers libre-là, mais il y a aussi rupture par rapport à un certain nombre de formes. Donc là, vous pouviez repiquer, si je puis dire, vulgairement,
sur vos préoccupations. Il y a rupture. Vous dites très justement que Hubert Join veut déplacer les limites des normes. Il y a rupture par rapport au vers libre standard. Et je trouve que vous auriez pu la faire un petit détour par l'ouvrage La vieillesse d'Alexandre de Jacques Roubaud, qui parle de formes qui sont tout à fait comparables à celle-là. Bien. Et vous l'esquissez, mais vous ne l'abordez pas vraiment. Il y avait un rapport à faire entre cette forme-là et la forme que prend la prose d'Hubert Join dans ses 3 derniers romans, et singulièrement dans Les Trois Cousines. C'est de la prose découpée. Le vers libre, vers de prose, c'est aussi de la prose découpée. Ça ne se découpe pas de la même manière, mais il y avait là 2 processus, 2 procédés à comparer. J'en viens au vers régulier. A-t-il une place dans la pratique versificatoire d'Hubert Join? Il est faux de dire avec Merget que Hubert Join n'a jamais expérimenté les formes traditionnelles du poème. Il y a du vers régulier. Par exemple, dans Chant profond, qui est majoritairement en versets, il y a des poèmes dont les vers, sans être tous des alexandrins, en sont majoritairement, et les autres minoritaires sont généralement métriques, 14 syllabes. Par exemple, page 111. Cela signifie, parce qu'il ne faut pas se concentrer sur les formes pour elles-mêmes, cela signifie qu'à un moment donné de son parcours, assez tôt, 5 ans après son premier recueil, alors que la forme dominante de son écriture poétique est le verset, qui persiste dans Chant profond, Hubert Join a pu tenter l'écriture en vers réguliers. Il a donc pu partiellement et momentanément s'intégrer dans une tradition. Or, le moment où cela se produit n'est pas indifférent. On est à moins de 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Chant profond est un recueil de poésie engagée. Tous les poèmes sont politiques dans ce recueil. L'alexandrin est la forme développée par Aragon juste avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, au service d'une poésie engagée. Cette forme est reprise pour ses vertus de propagande par les poètes communistes dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'aux années 60. On peut donc voir dans cet emploi momentané d'une forme qui lui reste étrangère une influence d'Aragon et une intégration partielle à un sous-champ poétique sur le plan des formes. Ceci peut être, me semble-t-il, analysé en termes de paratopie de rupture, y compris sur le plan formel. Et un autre parallèle à faire en ce qui concerne cette présence très fugace du vers régulier dans la poésie d'Hubert Join, c'est un rapprochement avec Gérard Prévost, son grand ami de l'époque, qui lui est un hugolien, un aragonien et un champion en toute catégorie de l'Alexandre. Voilà, j'avais 2 petites remarques sur des notions de métrique qui sont un peu bancales, mais ce n'est pas grave. Voilà mes remarques sur la question des formes poétiques. J'en viens à une question qui concerne la 2e ou la 3e partie et qui a rapport à la finalité des romans. Vous rapportez que, selon Hubert Join lui-même, son objectif en écrivant ses romans, c'est sauver son enfance de l'oubli, ça c'est votre thèse, sauver la mémoire des hameaux, parler à la place de leurs habitants après leur disparition. C'est vrai, mais il y a une question qui m'a taraudé tout au fil de la lecture des 5 romans. J'en avais lu 2, j'ai lu les 3 autres, et au fil de la lecture de votre thèse. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'écart qu'il y a entre la fiction et le matériau autobiographique des romans? Non pas sur la véracité ou sur la réalité des choses, mais sur la fonction que cela a dans ces 5 romans. Car enfin, ce n'est pas seulement parler au nom des siens ou des gens dont le lieu de vie et l'époque ont disparu, que d'intégrer dans ces romans des meurtres, de la violence, une chape morale qui pèse sur un microcosme. Quelle est la fonction de tout cela? Quelle est la fonction dans son projet romanesque de ce qu'il ajoute à ce qu'il a lui-même vécu dans son enfance? Vous abordez parfois cela, mais il n'y a jamais une synthèse de la chose. Et je trouve que ça concerne notamment l'usage qu'il fait, on en a parlé, des noms, des anthroponymes, des noms de famille. Marc Washburn l'a dit, c'est quand même étonnant que le nom de sa mère devienne celui d'une famille qui n'est pas très reluisante.
les décalages qu'il fait entre les patronymes, son nom à lui c'est Le Cher, il l'intègre dans le roman, mais c'est une famille peu présente et peu saillante. Lui-même est représenté par Roger Jean, mais aussi, me semble-t-il, par d'autres personnages. On a glosé sur Parturier, le conteur, mais il y a aussi, que je ne m'abuse, le jeune Louis Malperon, c'est aussi Huberjoin, et même peut-être le père Ernest Malperon qui perd sa mère. Donc, Huberjoin diffracte lui-même ses propres souvenirs ou sa propre personne à travers plusieurs prête-noms, mais surtout, pourquoi n'a-t-il pas inventé de nouveaux noms? Pourquoi reprend-il les noms réels, les Thiles, les Perval, les Le Cher, pour vraiment sauver la mémoire de ces gens-là, avec tout ce qu'il leur met sur le dos? Donc là, il y avait un problème. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et vous la touchez de temps en temps. Il y a, me semble-t-il, là-dedans une dimension psychanalytique devant laquelle vous avez un peu cédé du terrain. Vous dites que vous pourriez y toucher, mais il vaut mieux s'abstenir. Pourtant, il y a quand même des éléments. Le père détesté et rabaissé, accusé de la mort de la mère adorée, morte jeune, le désir sexuel qui imprègne tous les mâles du hameau, la place de la mémoire, des associations de mots et d'idées. À un moment donné, je crois que c'est dans la cimenterie, au café, on joue à associer les mots. C'est la psychanalyse, l'inconscient, le mythe que vous cherchez à constituer, la castration, page 374. Donc voilà. Tout cela pourrait se résumer à une question naïve. Pourquoi, pour Huberjoin, ces 5 romans? Et ce qu'il y a mis en plus de sa vie personnelle et de ses souvenirs. Je crois que dans un premier temps, ce que je ferai, c'est ce que j'ai fait un petit peu avant aussi, c'est de revenir toujours à ce fameux avertissement qu'il a mis dans le Chaperon Rouge, et qui pour moi est très important, parce qu'il est un peu une espèce de fil conducteur pour moi, pour ce que Jean a fait de son œuvre, et pour ce que moi-même j'ai voulu atteindre dans l'analyse de son œuvre. Donc, vers la fin de cet avertissement, il dit, il plante un peu le décor de son village, et puis il dit vers la fin, tout cela se meurt, et cette mort fait tout le drame. En fait, je suis parti des études qui est énorme, parce qu'elle peut aller dans tous les sens, dans le sens mythique, elle peut aller dans le sens social, elle peut aller même dans le sens, je veux dire, quand je dis social, ça veut dire, il évoque évidemment l'arrivée des usines dans les hameaux, etc., et tout ce qui s'en est suivi du point de vue de la déliquescence, du dépérissement des hameaux. Je crois que le projet central chez Join est un projet extrêmement nostalgique. En tout cas, sur le fil de la nostalgie, il y a beaucoup à dire. J'ai d'ailleurs parlé d'une descente orphique vers son enfance pour en ramener un objet. Mais lequel? Je crois que la question fondamentale est là. Ramener quel objet, en fait? Et il y a dedans, pour moi, un ensemble de choses. J'ai lu ça, par exemple, à cette question de la scène du meurtre de l'oiseau. Jean revient souvent sur cette scène, et au point que, finalement, je me dis, cette scène n'est plus une scène en tant que telle, elle devient signe d'autre chose. Et signe d'autre chose, quoi? C'est en reliant ces aspects que lui, il glisse comme ça dans le texte, que j'en suis arrivé à parler de ce mythe et de la relation à la mère, etc. Mais ça n'explique pas tout. Pour moi, je pense que l'entreprise littéraire de Join est une entreprise bien sûr, de rémémoration de son enfance, mais c'est comme s'il avait quelque chose à régler avec cette enfance. On sent ces nœuds à l'intérieur de ce texte. Je l'ai dit, mais bon, je ne suis pas allé plus loin, mais il a quelque chose à régler avec cette enfance. Ce qui pourrait expliquer ce côté parfois désagréable qu'il a eu avec certains habitants ou certains noms, tout ce tripatouillage de noms qu'il a fait, et il a attribué des choses pas très agréables aux ressortissants des hameaux. Je crois qu'il y a un nœud là à creuser. Je crois que je ne suis pas allé
beaucoup plus loin que cela, parce qu'il me semblait que cela m'entraînait dans une analyse psychanalytique un peu plus approfondie. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas mon propos à ce stade-là. Voilà. Mais sinon, il y a à faire, il y a des choses, et d'ailleurs, quand je le dis maintenant, je vois très clairement dans quelle direction je peux aller avec ça. Parce que j'ai les éléments. Comme un petit peu, je sais pas, je leur disais, j'ai tous ces éléments, mais il me semble, je me suis méfié de m'engager dans une entreprise psychanalytique. Effectivement, si vous me permettez de me redonner la parole, effectivement, comme me dit ma voisine, on ne peut pas tout faire. Je comprends bien que vous ne soyez pas entré là-dedans, mais pourtant la porte est ouverte. Il y a un fait que je vous ai mentionné en terminant, justement sur ce côté troublant de ces noms, de ces familles, de ces souvenirs, de ces meurtres. C'est quand même frappant que dans la cimenterie, l'auteur fait en sorte que le personnage qui le représente, Roger Jean, est accusé d'un meurtre. Mais on réalise ça avec la scène de l'oiseau, hein, parce que cette scène de l'oiseau qui revient régulièrement et qui est mise en relation avec le meurtre de l'Allemand, quelque part dans les trois cousines, il y a un nœud obsessionnel qui revient et dans lequel on retrouve fréquemment. C'est d'ailleurs à partir de ces nœuds obsessionnels que je me suis dit, il y a un travail psychanalytique à faire dans ce texte, mais je ne peux pas commencer comme ça de cette façon. Mais il y a cette histoire du meurtre de l'oiseau, il y a le meurtre, bon, sans parler de la série de meurtres qu'on a dans ce roman, qui est quand même extraordinaire. Quasiment dans chaque roman, il y a un meurtre. Les 4 premiers, ce sont des femmes, et le 5e, comme je sais pas, je me l'a dit, il y a cet Allemand qui a été tué. Et Join le montre très bien dans ces espèces de motifs thématiques, comme je les ai appelés, qu'il met en scène dans la 5e partie. En fait, on peut très bien partir de ce 5e roman pour faire toute l'analyse que vous venez de suggérer là. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, avec vous. Voilà. L'usage est de demander au public s'il a une question à poser au candidat, mais l'heure est venue. Mais l'usage est que le public n'en pose jamais, je vous le dis. Merci, monsieur le secrétaire. Et donc, puisque nous sommes arrivés au bout de ce que j'ai nommé l'épreuve, le jury va se retirer et vous demande de patienter quelques minutes. Ah oui, il y a 2 modes. Soit c'est le... Voilà. J'adore ton tour. Bon, on se retire. Oui, vous préférez rester ici? Je pense que c'est une question quantitative. Ouais, non, d'accord. Maintenant, on a fini, on peut quand même les saluer. On a fini. Je vais donc lire le document de la délibération du jury de thèse de M. Lulamba Kangomba. Je vous préviens, c'est un peu long, soyez patients. Mais je dois tout lire. Attendu que M. Lulamba Kangomba est né le 11 mai 1955 à Mouéka, République démocratique du Congo, il a obtenu le diplôme de licencié en pédagogie appliquée, option français, avec distinction, à l'Université nationale du Zaïre le 31 juillet 1981, qu'en vertu d'une décision des autorités de l'Université de Liège, datée du 18 juillet 1997, il a été autorisé à s'inscrire aux études conduisant à l'obtention du grade de docteur en philosophie et lettres. Il s'est inscrit au doctorat en philosophie et lettres, langues et littérature romane, à l'Université de Liège le 29 août 1997, et qu'il a été admis à poursuivre celui-ci jusqu'à maintenant. Attendu que lors de la séance du Conseil de faculté du 26 mars 2014, sur proposition du Collège de doctorat, la faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège
a constaté que le candidat avait rempli toutes les conditions légales, l'a admis à la défense publique de sa thèse de doctorat intitulée « L'univers romanesque du Bergouin ou l'aventure d'une écriture » et a constitué le jury. Que la défense publique a eu lieu le 1er juillet 2014. Que le jury s'est retiré au terme de la défense publique et a délibéré. Que le jury a constaté que le candidat a rédigé une dissertation originale dans la discipline sous la forme d'une thèse à caractère personnel. Que cette thèse démontre ses capacités de créativité, de conduite de recherche scientifique et de communication de ses résultats. Que M. Kangomba a présenté publiquement ce travail en mettant en évidence ses qualités et son originalité, qu'il a répondu aux questions posées. Que, conformément au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, le jury a aussi constaté les capacités de vulgarisation scientifique du candidat, que le même décret dispose que le doctorat est conféré sans mention. En conséquence, le jury proclame M. Lulamba Kangomba docteur en langues et lettres. Liège le 1er juillet 2014. Malgré l'émotion qui m'étreint, parce que je vois l'aboutissement d'un long processus que vous avez quelque peu rappelé, je voudrais vraiment remercier de manière très sincère l'ensemble du jury, et surtout son président qui a mené ces débats tambour battant, en tout cas, jusqu'à leur fin, et qui permet enfin que ces choses se soient passées, je dois dire, dans un climat très agréable. Je ne me suis pas senti agressé à aucun moment et franchement, j'ai redouté cette épreuve et maintenant je me sens vraiment soulagé. Je voudrais également remercier le public présent, la famille, les amis. Et je ne vais pas m'attarder ici parce qu'il y a un pot à prendre. Tout de suite, il y a des personnes qui vont vous montrer l'endroit, mais c'est à la salle 4-17. Donc 4e étage, 17 de l'autre côté du couloir. Donc je convie tout le monde à venir partager ce verre avec moi. Merci. Je ne sais pas si je suis le plus vieux des Africains qui sont dans la salle. S'il y a quelqu'un plus âgé que moi, excusez-moi, mais je prends quand même la parole. Jean-Claude, ta victoire, c'est la nôtre. Je voudrais te le dire. Monsieur Marc Cochefer, je voudrais vous remercier de tout cœur. Et les membres du jury, je vous remercie. Ce n'est pas seulement une thèse de doctorat, c'est une adoption. On se sent chez nous, avec vous. Au nom de tous ces gens qui sont derrière, je vous dis un grand merci. Bravo, Jean-Claude. Voilà, je pense que le moment est venu de passer de l'autre côté. Sur quoi?
Et toi, ça va? Et toi? Et toi, maman, ouais. Ça va, on l'a Il faut toujours mettre ça. oui, avec quelques-uns. Je crois que la respiration, ça vient de la tête. Allez. On attend d'abord. C'est très bien. Non, tu vas pas y aller, t'inquiète. Il aime bien, mais pas jusqu'au bout. Bien sûr. Ah, formidable. Bien travaillé.